Vaters, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie Vous écoutez l'émission Yiddish Heinz, le Yiddish au présent, une émission produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem. Aujourd'hui, Daniel est notre réalisateur et Gilles Rosier est au micro. J'ai le plaisir de recevoir Pascale Samuel. Pascale, bonsoir. Bonsoir Gilles Rosier. Vous êtes conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, conservatrice d'art moderne. D'art moderne et contemporain. Et contemporain. Et Régine Nebel. Régine, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes à la Maison de la Culture Yiddish, chargée de la programmation culturelle. Absolument. Mais c'est pas à ce titre que vous venez aujourd'hui. Vous viendrez, on parlera ensemble d'un atelier de conversation yiddish qui s'appelle Yiddish auf der Zunge, le Yiddish sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue. Donc nous allons commencer avec Pascale Samuel, cette émission. Pascale, nous avons souhaité vous inviter à propos de l'exposition que vous avez proposée au MAGE il y a quelque temps et du livre que vous avez publié, on verra plus tard si c'est un catalogue ou un livre, à propos de Herrschfenster. Alors rappelez-nous quand cette exposition a été programmée. Alors l'exposition s'est tenue au MAGE, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, entre mai l'année dernière et octobre. Voilà. Et à cette occasion, vous avez publié un livre qui s'appelle Herrschfenster, nos artistes martyrs. Disons que c'est plutôt la traduction du livre d'Herrschfenster. Voilà, donc c'est la traduction du livre de Herrschfenster qui s'appelle en yiddish Unsere verpeinigte Künstler, donc en français Nos artistes martyrs. Un livre qu'il a publié à quelle époque ? Qu'il a publié à Paris en 1951, à la mémoire de ses amis artistes, et c'était à la mémoire maintenant finalement de 84 hommes et femmes artistes à Paris dans l'entre-deux-guerres. Et donc nos artistes martyrs pour quelle raison ? Martyrs parce que juifs et parce que assassinés pendant la guerre. Et donc Herrschfenster voulait rappeler ses vies emportées, rappeler que parce qu'artistes, ils devaient laisser une œuvre et qu'ils n'ont pas pu justement faire l'œuvre qu'ils auraient dû terminer. Et donc il a souhaité, quand lui rentre à Paris en 1945, après avoir passé 2 ans en Suisse, il cherche ses amis, il ne les retrouve pas, il décide donc de faire un livre à la mémoire de ces 84 artistes oubliés. Alors au départ, évidemment, il pense qu'il va faire un livre peut-être sur une dizaine d'amis, et puis petit à petit, le cercle s'élargit, et on se rend compte que c'est toute une partie, tout un pan de l'école de Paris qui finalement a été emporté par la Shoah. Donc c'est des artistes qui se trouvent à Paris à la fin des années 30, au début de la guerre. Majoritairement, c'est des artistes qui se trouvent à Paris même dans les années 30 et qui vont périr soit parce qu'ils sont arrêtés, déportés puis assassinés, soit parce qu'ils sont mal soignés. Par exemple, c'est le cas du plus connu d'entre eux, Soutine, qui a un ulcère de l'estomac. Finalement, il est mal soigné. Et parce qu'il souhaite éviter les barrages à l'entrée de Paris, de peur de se faire arrêter, il arrive trop tard à l'hôpital et on peut penser que même si sa santé avait été mauvaise, il aurait peut-être survécu encore quelques années. Donc ce livre, Nos artistes martyrs, c'est un monument aux morts de papier, on peut dire ça comme ça. Alors certains ont dit, d'ailleurs l'ont écrit, c'est un monument aux morts de papier. Moi je dirais même que c'est un musée de papier, parce que l'approche de Fenster n'est pas une approche d'historien de l'art, il veut faire revivre ses artistes, donc il est dans la vie, il est du côté... Il est toujours du côté, effectivement, de la vie. Il veut nous les restituer à la fois dans leur parcours, leur histoire familiale. Et donc voilà, c'est comme une fenêtre. Fenster porte bien son nom, puisque Fenster en yiddish, c'est fenêtre. Et donc c'est vraiment un musée de papier. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est un livre qui est un livre certes modeste. Il est imprimé en noir et blanc à Paris. On le sent avec peu de moyens, mais c'est un beau livre. Parce qu'il a aussi voulu... volontairement faire un livre d'art. Il a contacté Chagall fait le poème d'introduction, il a contacté Arthur Kolnick pour qu'il lui dessine la couverture et le frontispice. Donc voilà, il a voulu faire un témoignage qui soit un beau témoignage et qui reste après lui quelque chose de tous ces artistes emportés. Alors c'est un musée, néanmoins ça s'appelle Unsere verpeinigte Künstler, nos artistes martyrs. On peut peut-être rappeler qu'à la même époque, un petit peu partout dans le monde, les Juifs qui eux-mêmes comptant leurs morts et comptant qu'il y avait plus de morts que de vivants, avaient constitué ou étaient en train de constituer d'autres
D'autres livres du souvenir. Voilà, livres de souvenirs. Donc, il y a à peu près 500 livres du souvenir qui sont parus entre 1943 et les années 70, disons, pour un certain nombre de villes ou villages ou bourgades de Pologne et d'autres contrées d'Europe centrale et orientale. Donc, ce livre s'inscrit aussi dans cette démarche, si ce n'est que c'est un livre sur des artistes et non pas sur une origine. Alors, effectivement, mais c'est quelque part aussi un livre qui est lié à un lieu. Ce lieu, c'est le Paris de Montparnasse, celui des ateliers d'artistes de l'entre-deux-guerres. Et donc, finalement, il nous fait revivre le shtetl perdu de Montparnasse, d'une certaine façon, ce qui a donné le titre de l'exposition. Comme c'est bien dit. L'idée étant que, ils étaient tous là, ils avaient tous choisi de venir à Paris pour travailler, pour exposer, qu'ils étaient ici, probablement on entendait parler yiddish sur les trottoirs de Montparnasse. Et que c'est ce monde disparu que Herschfenster souhaite évoquer dans son livre. Enfin, évoquer plus que ça, le rappeler à notre mémoire, l'incarner. Alors, ce que je vous ai écouté dans une émission sur une autre radio, et vous parliez, ça m'a beaucoup touché, vous parliez on en parle rarement en fait, en tout cas, du yiddish comme langue de l'avant-garde. Vous disiez, on entendait parler yiddish sur les trottoirs de Montparnasse. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'entendais les petits juifs, les petits vieux, place de la République qui parlaient yiddish. Je ne suis pas sûr qu'ils parlaient le yiddish de l'avant-garde, ceux-là, en tout cas certains d'entre eux. En revanche, à Montparnasse, c'était vraiment le yiddish de l'avant-garde. Oui, ces artistes, quand ils sont venus à Paris, la majorité d'entre eux, ceux qui venaient de Russie, de Pologne, étaient yiddishophones. D'ailleurs, les témoignages que Fenster a réunis et qui sont conservés pour partie à la Maison de la Culture Yiddish, pour partie hommage, sont des témoignages écrits en yiddish. Fenster a choisi d'écrire volontairement ce livre en yiddish, à la fois parce que c'est la langue du cœur, c'est la langue de l'empathie, mais c'était aussi parce que c'était la langue que parlaient ces artistes. Alors pas que, mais majoritairement d'entre eux. Et évidemment, ces artistes qui avaient choisi de quitter finalement leur pays d'origine, leur famille, et de rejoindre Paris, qui est un peu à l'époque la ville de la modernité, la ville de la liberté, et ils avaient choisi d'être artistes. Donc c'est un yiddish finalement qui porte aussi cette modernité, à la différence de l'hébreu qui est plutôt la langue de la religion. Alors, effectivement, dans les années 20-30, le yiddish était vraiment une des langues de la modernité, c'est-à-dire que les juifs s'en sont emparés en disant « Et pourquoi ce ne serait pas une langue de la modernité ? Pourquoi est-ce que la modernité doit s'exprimer uniquement en français, en allemand, en russe ?» Et c'est aussi ce qui ressort de ce livre. Moi, j'ai été extrêmement frappé. Il y a énormément d'artistes dont j'avais quasiment jamais entendu le nom. Mais moi non plus. C'est pour ça que je dis que c'est un musée de papier, c'est parce que ça nous a ouvert des perspectives et des horizons nouveaux. Alors tous ne sont pas de première qualité, mais il y en a énormément qui sont de qualité. En tout cas, c'est un livre extrêmement intéressant. Pour chaque artiste, vous proposez une reproduction ou la photographie d'une sculpture ? C'est intéressant parce que Fenster, justement, parce qu'il a voulu faire un livre du souvenir, mais aussi un livre d'art, avait cherché pour chacun d'entre eux la reproduction d'une œuvre et puis un portrait de l'artiste pour l'incarner, un portrait en noir et blanc. Donc, traduisant ce livre, et la traduction a été possible grâce à Evelyne Grimbert et Nadine Dehan-Rothschild, traduire ce livre, c'était aussi offrir au public des illustrations en couleur. Et Juliette Braillon, responsable des éditions Hommage, qui a coordonné cet ouvrage, a veillé justement à ce que l'on retrouve une œuvre de chacun de ces artistes en couleur. Et parfois, ça a été un travail extrêmement difficile, parce que non seulement les hommes ont disparu, mais leurs ateliers ont été pillés, dévastés, spoliés. Les œuvres ont parfois été détruites. Donc on a eu, pour certains d'entre eux, beaucoup de mal à trouver une œuvre en couleur. Mais c'est intéressant, ça signifie beaucoup de choses. Comme pour certains artistes, nous n'avons pas retrouvé de portrait photographique d'eux. Enfin, malgré tout... malgré les bases de données. Je trouve que vous avez retrouvé beaucoup de choses. Et ce qui m'a frappé, bon, moi, c'est sans doute la déformation professionnelle, mais je regarde toujours où sont conservées les œuvres. Et ce qui est frappant, c'est la diversité. Il y a des œuvres dans des collections particulières, il y a des œuvres au Musée d'art d'histoire du judaïsme, mais il y a aussi des œuvres aux États-Unis, en Israël, Il y a un éparpillement. Voilà, ouais. Donc on peut imaginer que ça a été un sacré travail. Ouais, c'est intéressant parce que,
partons déjà des collections du musée d'art et d'histoire du judaïsme, de rappeler que ce musée est aussi l'héritier du musée d'art juif de la rue des Saules. C'est un musée qui a été constitué justement par ceux qui étaient rescapés, qui a ouvert en 1948. Et donc la première chose, c'est qu'ils ont eu à cœur justement, quand ils en avaient la possibilité, de donner au musée une œuvre d'un artiste disparu. Et notamment, Fenster avait fait des dons dès 1948 de tableaux d'artistes disparus qui lui avaient été donnés par les familles et qu'il a souhaité faire rentrer au musée. Et puis effectivement, ensuite, les familles se sont éparpillées et on a été jusqu'en Californie, parfois chercher des œuvres. Alors pour la reproduction dans l'ouvrage, mais aussi pour l'exposition. Donc ce livre est en vente au musée d'art d'histoire du judaïsme. Alors oui, c'est un livre coproduit entre le MAJ et la Maison Hazan, et il est non seulement au MAJ, mais on le trouve aussi dans certaines librairies. Et on peut de toute façon le commander en librairie, comme tous les livres. Voilà, c'est aussi ce qui nous a fait plaisir, c'est que c'est un livre qui a eu un certain succès en librairie, malgré le sujet, qui est quand même pas forcément évident. Mais oui, il a trouvé sa place sur les tables des libraires au rayon Beaux-Arts. Donc ça nous a fait assez plaisir que ce livre revive finalement, parce que édité à Paris à 350 exemplaires en yiddish, il était resté finalement assez peu connu. C'est un euphémisme. Donc là, c'est la possibilité aujourd'hui de le partager. Donc c'est à la fois une traduction, puis c'est une traduction qui est, j'ai envie de dire, augmentée de textes de Rachel Koskas, de Natalia Krinica, de Judith Lindenberg. Donc Rachel Koskas qui travaille au musée d'art d'histoire judaïsme. Rachel Koskas qui travaille au centre de documentation et à la bibliothèque. Natalia Krinica qui est la bibliothécaire en chef de la Maison de la Culture Yiddish. Et Judith Lindenberg, responsable des archives et de la bibliothèque, hommage. Voilà. Donc un travail comme celui-ci, c'est vraiment un travail d'équipe, en termes à la fois d'expertise, de compétences, et puis c'est un travail... Pour nous, c'est un peu notre bébé du confinement. C'est un travail qui a commencé juste avant le premier confinement et qu'on a mené pendant tous ces mois de relatif isolement, grâce à Internet, grâce au téléphone, voilà. Alors, les archives de Hersch Fenster sont partagées entre le MAJ et la Maison de la Culture Yiddish. Est-ce qu'il y a une logique parce que des fois, c'est juste le premier qui arrive qui prend. Non, il y a une logique qui est assez intéressante. Les archives relatives à l'ouvrage, relatives à nos artistes martyrs, ont été déposées au MAJ. Donc du coup, nous avons par exemple dans ces archives les plaques de verre qui ont servi à la reproduction. Nous avons les courriers, les entretiens que Fenster a pu mener notamment avec des artistes, parce que la singularité de cet ouvrage, c'est aussi un livre à travers lequel nos artistes nous parlent des artistes nous parlent de d'autres artistes, ce qui est assez rare. Hein. On a également les maquettes de les maquettes de Kolnick. On a également les plaques de cuivre qui ont servi à la reproduction de ce livre. Alors pourquoi ? Parce que Hersch Fenster a essayé, en tout cas après la publication en 1951, à traduire ce livre en anglais. Il n'en a pas trouvé le financement, malgré toutes ses tentatives. Donc il a gardé tout le matériel. Et puis après lui, sa fille qui est restée dans l'appartement a conservé l'ensemble. Et la première, je voudrais ici lui rendre hommage à s'être intéressée à toutes ces archives. C'est Nadine Yezaver, quand elle a rédigé le dictionnaire des peintres et sculpteurs juifs. Elle a cherché tout simplement dans le bottin. À ce moment-là, on est... Donc un dictionnaire qui a été publié aux éditions de Noël il y a une vingtaine d'années, je dirais. De Noël, puis après Somogy, on en est à la 3e édition, qui a été le premier travail finalement sur ces artistes. Oui. Et elle est partie justement de ces archives Fenster, qui étaient encore au domicile de la rue Le Dion. Et au décès de Viviane Fenster, donc la fille aînée de Hersch Fenster, donc les archives sont arrivées pour partie hommage et pour partie à la Maison de la Culture Yiddish. Alors, puisque vous parlez de Nadine Yezaver, on peut aussi parler du fait, parce que l'ouvrage qu'elle a publié, elle a beaucoup puisé chez Fenster, mais aussi chez un autre critique d'art de Paris, qui s'appelait Aronson. Alors, Rela Aronson, effectivement, un critique important et qui publiait lui aussi beaucoup dans les journaux, parce que ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit depuis le début de l'émission, c'est qu'Hersch Fenster aussi est journaliste. Et que pour réaliser son livre, il a travaillé en journaliste, c'est-à-dire qu'il a mené une enquête de journaliste pour essayer de retrouver tous ces artistes qui avaient été emportés. Et ces notices, c'était d'abord des chroniques dans des journaux ?
Non, pas Non. pour Fenster. Alors que Sheila Ronson, oui. Oui. Donc Sheila Ronson est l'auteur d'un livre qui s'appelle Bilder und Gestalten von Montparnasse, c'est-à-dire Scène et visage de Montparnasse. Scène et visage de Montparnasse. Publié Et en plus, il faut aussi en 63, en 63, en yiddish, donc, à Paris. 8 ans après. Et puis, il faut aussi préciser d'un point de vue idéologique, parce que le monde yiddish était très idéologique, que Sheila Ronson était plutôt du côté des juifs communistes. Il publiait dans la Neue Presse, si je ne m'abuse, alors que Fenster n'était pas du tout communiste. Non, il n'était pas communiste. Alors, il n'était était quelque pas chose d'assez dogmatique. singulier. Il était anarchiste. Dans sa jeunesse, oui. D'accord. Mais au moment où il rédige le livre, il l'est n'aime pas, plus. il aime pas les dogmes. Il est un peu au-delà de ça, je dirais. Et quelle est sa relation avec, je dirais, le judaïsme ou l'identité juive Alors... ou la population juive, le peuple juif je ne sais pas comment on dit. Ouais. Alors, c'est peut-être intéressant de remonter à son histoire familiale, hein, parce que quand on a travaillé sur ce livre, on a essayé aussi de remonter. Et à ce moment-là, j'étais en contact avec Ariel Fenster, qui vit au Canada, qui est parti quand il avait une vingtaine d'années. Et donc, Ariel, quand je lui ai un peu demandé l'histoire de sa famille, il me raconte. J'ai dit, mais que faisait le père de Arch Fenster? C'était quoi son métier? Il m'a dit, je sais pas, je n'en ai jamais parlé avec lui. Il me dit, mais je vais demander, j'ai des cousins à New York, je vais demander. Donc, on a appris que le père d'Arch Fenster était sopheur. Donc, ça, voilà. Scribe. Scribe de la rouleau Torah, de la Torah, de Mezuzot, etc. Donc quelqu'un qui est dans l'écriture, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un prolongement entre finalement son père et lui, même s'il y a probablement eu à un moment donné aussi rupture. Hein, je pense profondément Fenster, en choisissant le yiddish, en choisissant de partir, il est dans une forme de rupture, mais pas une rupture du tout avec le judaïsme. Hein, il reste profondément attaché. Ariel me disait que il n'allait pas très souvent à la synagogue, mais il faisait toujours Shabbat. Et puis, dans chacune de ces notices, on comprend l'attachement de Fenster au judaïsme. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois chercher l'histoire familiale de ces artistes, rappeler qui était enfant de rabbin, voilà. Donc, il a un profond attachement au monde juif. Alors, ces notices... elles sont constituées comment? C'est des petites biographies, c'est des témoignages, c'est des souvenirs? Alors, il y a d'abord le premier cercle, les artistes qu'il a bien connus. C'est le cas de Jacob Machnik, c'est le cas d'Ephraim Mandelbaum, c'est le cas de Léon Weisberg, qui sont des artistes qui ont été les amis de Fenster. Et donc là, Fenster, il fait des notices assez longues et très nourries, puisqu'il a côtoyé, fréquenté et aimé ces hommes. Et puis pour d'autres, il va s'appuyer sur des témoignages de la famille ou témoignages justement de d'autres artistes. Et c'est là que je dis, il fait vraiment un travail, non pas du tout d'historien de l'art, mais vraiment un travail de journaliste, d'enquêteur. Et la rédaction de ce livre, c'est l'œuvre de sa vie, si je puis dire. Ça va le mobiliser pendant plus de 5 ans, de 45 à 51, la date de la publication de l'ouvrage. Donc c'est une enquête qui a dû être quand même vraiment importante. Il n'y a pas le téléphone quasiment à cette époque-là. Les gens déménagent souvent, ils ont des adresses assez précaires. Et il y a dans les collections de la Maison de la Culture Yiddish un petit carnet d'adresses formidable qui retrace finalement ce monde yiddishophone, à la fois parisien, mais aussi à Buenos Aires, à New York. Voilà, donc on arrive avec ce carnet d'adresses à comprendre la cartographie du monde yiddish de l'après-guerre, à Montréal. Et c'est extrêmement intéressant de voir justement la diversité et aussi la mobilité de chacun, puisque régulièrement les adresses sont biffées et on voit une deuxième adresse. Donc on comprend que les gens bougent et il essaye avec son petit carnet d'adresses de suivre les déplacements des uns et des autres. Et les rendez-vous se font principalement au café. Les appartements ne sont pas grands, donc Fenster pour être un peu tranquille, avoir un peu d'espace, c'est au café que ça se passe. J'imagine que dans certains appartements, il y a la machine à coudre dans la journée. Il y a aussi la machine à coudre. Non, mais c'est pas du tout un stéréotype. C'est-à-dire que pour que Fenster ait pu écrire ce livre, c'est pas les piges qu'il faisait pour les journaux yiddish qui lui permettent de vivre, c'est parce que aussi sa femme est couturière et que c'est son travail de couture qui lui permet... Qui nourrit la famille. Ouais. Et alors, oui, j'allais vous poser la question de savoir de quoi il vivait, mais vous avez donné la réponse, qui est extrêmement traditionnelle, puisque chez les juifs orthodoxes de nos jours... Il n'est pas, hein. Non, mais sa famille l'était avant lui. Les femmes travaillent et les hommes étudient, donc
C'est peut-être un peu, c'est le schéma juif un peu traditionnel, parfois, pas exclusif. Ouais, mais... pas que. Après, voilà, ce sont des femmes d'artistes qui ont été, j'ai envie de dire, dévouées aux artistes. Il y a aussi des très belles chroniques, notamment celle d'Ephraim Mandelbaum, qu'il a bien connue, où il décrit l'atelier, qui est à la fois l'espace de vie, l'espace de travail, où effectivement, il y a à la fois le chevalet et la machine à coudre qui cohabitent dans le même espace. Alors maintenant, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous avez repéré des artistes que Hersch-Fenster aurait oubliés ? Oui. Oui. Et est-ce que vous avez compris pourquoi il les avait oubliés ? Hersch-Fenster, il fait une enquête. Il n'y a pas d'archives à l'époque sur lesquelles s'appuyer. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une enquête orale. Dans son milieu, il demande, il interroge. Et donc finalement, il reste dans le même milieu. Il reste finalement sur le milieu principalement des artistes étrangers venus à Paris. Si on s'amuse à faire quelques statistiques, les artistes les plus représentés dans son livre sont les artistes originaires de Pologne. Comme lui-même lui. est polonais, voilà. Ensuite, ce sont les artistes russes qui sont effectivement majoritaires à Paris. À ce moment-là, il y a quelques artistes français, mais ils sont très minoritaires. Et par exemple, il y a une artiste comme Nathalie Kramer, qui est une artiste extrêmement intéressante de cette période, qui a été active à Paris dans les années 30, qui est totalement absente de ce livre, alors qu'elle va être arrêtée, déportée. Mais il n'a pas eu connaissance de son travail parce qu'ils n'ont pas d'amis communs, de connexion, de lien. Donc elle échappe à son enquête. Merci. Pascal, Samuel, pardon. Je rappelle que nous parlons du livre Nos artistes martyrs, qui a été publié par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme avec les éditions Hazan, à propos un livre de Hersch-Fenster sur les artistes juifs assassinés ou disparus, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Je voudrais préciser que vous serez à la Maison de la Culture Yiddish le samedi 5 février à 16h30 pour une rencontre qui s'appelle La Bibliothèque Medem ouvre ses portes, et vous serez amené à parler de Hersch-Fenster. Non, mais le sujet est tellement sublime qu'on est très content de pouvoir le partager. Voilà. Est-ce que je peux ajouter que nous sortirons des archives, nous présenterons les archives, et en particulier celle de Hersch-Fenster, anarchiste. Super. Anarchiste, voilà. Et c'est Natalia Krenitska, qui est donc conservatrice en chef, qui commentera pour le public ces archives. Donc vous ferez un duo. Et puis, un petit peu plus tard, il y aura une deuxième rencontre autour des archives de Hersch-Fenster. Régine, vous pouvez nous dire à quelle date ? Ça sera le 26 mars. Le 26 mars. Cette fois, en plus de la présentation par Natalia Krenitska, nous recevrons les traductrices, donc Evelyne Grimbert et Nadia Dehan-Rothschild, qui nous raconteront cette aventure de leur point de vue. Les traductrices du livre, et qui sont aussi des grandes familières de la Maison de la Culture Yiddish. Donc vous parliez d'un travail de coopération, c'est vraiment tout à fait le cas. Donc c'est le samedi 26 mars à 16h30 également. Toujours dans cette activité qui s'appelle La Bibliothèque Medem ouvre ses portes, où effectivement la Bibliothèque Medem ouvre ses archives trésors, aussi. Voilà, elle ouvre ses archives. Nous allons faire une petite pause et nous revenons après la musique. Für euch Menschen muss ich mir beklugen, von Deiten wird mir als Gräu die Hut. Gehört ob ihr viele Menschen suchen, als Gott gibt jeden 7 Jahr. Als euch alt ihr in ein Warten, ein Hoffen, ihr fahrt, ihr werdet, sie picket, ihr krapier, und der Gitterjur hat mir noch nicht getroffen. Dieses Mägli ras, mein Gott soll bluffen mir. Wie seien meine 7 Gitterjur, oi nicht 7 soll Gott sein Apu. Eppes fin dem Leben Chotsche, is meine Schumme fin Klotsche, wie seien meine 7 Gitterjur.
Dem Tam fin Kapzen soll keiner versuchen. Es trinken die Gehirneus fin Meuch. A Kapzen zu a Teuten is geglichen. Da sucht die Teure und ich such das euch. Amol fleckt men die Zures Chosch vergissen. Hat sich ungeschickert gemeint, sie's geht. Wir schnapp Wein fin Säuer und fin Sissen. In a viele Dos der Leut mein Paket nie. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Heub nicht 7 soll Gott sein a Puh. Eppes fin dem Leben Chosche, is meine Schumme fin Klotsche. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Heub nicht 7 soll Gott sein a Puh. Eppes fin dem Leben Chosche, is meine Schumme fin Klotsche. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Seinen meine 7 Gitter ju. Oib nicht 7 soll Gott sein a Puh. Eppes fin dem Leben Chotsche, is meine Schumme fin Klotsche. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Oib nicht 7 soll Gott sein a Puh. Eppes fin dem Leben Chotsche, is meine Schumme fin Klotsche. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Eppes fin dem Leben Chotsche, is meine Schumme fin Klotsche. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Eppes fin dem Leben Chotsche, is meine Schumme fin Klotsche. Wie seinen meine 7 Gitter ju. Wie seinen meine 7 Gitter ju, interprété par Eric Slabiak, violon et chant, avec son groupe. Alors Eric Slabiak, on l'a bien connu du temps où il avait un groupe qui s'appelait Les Yeux Noirs, et maintenant il a recréé un nouveau groupe qui s'appelle Joseph Joseph, qui passait récemment à Paris. Et donc c'est issu d'un compact disque qu'il a publié, qui s'appelle Joseph, tout simplement, et Wie seinen meine 7 Gitter ju. Avant de converser avec Régine Lebel, vous, Pascal, vous vouliez rajouter quelque chose sur les archives? Oui, peut-être rappeler l'importance des archives, parce qu'effectivement, ce projet autour de la traduction de nos artistes martyrs est né de l'exposition sur les artistes de l'École de Paris, hommage qui s'appelait Paris pour école 1905-1940. Mais ce projet a été finalement rendu possible parce qu'on avait les archives. Et qu'au-delà du livre, on comprenait comment Archfenster avait travaillé, comment il avait trouvé des sources, enfin voilà. Donc les archives sont hyper importantes. Et les musées, les bibliothèques, comme la bibliothèque MEDEM, sont des lieux qui peuvent accueillir les archives. Donc si vous avez au fond de votre cave ou dans vos greniers, malheureusement souvent c'est au fond de la cave, mais enfin, voilà. ou dans les greniers ou des archives, des correspondances en disant mais qui est-ce que ça peut intéresser, il faut surtout pas penser que ça n'intéresse personne, ça intéresse. Faut pas les jeter. Les musées, les bibliothèques. Et encore tout récemment, je raconterai juste cette anecdote pour finir. Actuellement, on a au musée une exposition sur Cy Lewen, un artiste américain d'origine polonaise. Et juste avant d'ouvrir l'exposition, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui m'a dit « Écoutez, je vois que vous préparez une exposition Cy Lewen. J'ai des photographies de Cy Lewen qui est datée de son passage à Paris entre 1933 et 1935, période pendant laquelle je pensais vraiment qu'on n'allait rien trouver.
Et cette dame habitait à 500 mètres du musée. Elle m'a dit, écoutez, j'ai failli jeter ces photographies des dizaines de fois. Il se trouve que finalement, je les ai conservées. Voilà, si vous voulez, je vous les prête pour l'exposition. C'est des photographies totalement inédites. La famille de Cy Lewen ne connaissait pas ces images. Donc voilà, parfois il y a des magnifiques hasards et heureusement qu'elle ne les a pas jetés. Absolument. Régine Nebel, Oui, Gilles. nous passons à un autre sujet qui est les activités de la Maison de la Culture Yiddish et notamment un atelier de conversation qui s'appelle Yiddish auf der Zunge, le Yiddish au bout de la langue. Oui. Depuis combien de temps est-ce que cet atelier de conversation existe ? Alors je vais remonter un peu plus loin. En fait, quand j'ai fait mon retour vers le yiddish, il y a environ 25 ans maintenant, j'ai commencé par suivre un atelier de conversation, puisque je ne voulais absolument pas apprendre à lire et à écrire. Bien sûr, je suis tombée dedans. Et ensuite, j'ai participé à un certain nombre d'expériences d'ateliers de conversation qui étaient des conversations libres, qui étaient après une conversation qui s'appelait Winderheim, comme à la maison, autour d'un livre. Mais c'était pas exactement ce dont j'avais envie. Entre-temps, j'ai arrêté d'étudier le yiddish pour m'occuper de la programmation et je me suis rendu compte à quel point la conversation et la langue orale étaient ce qui m'intéressait vraiment. Donc j'ai inventé quelque chose qui s'appelle donc Yiddish auf der Zunge. Donc c'est plus un cours, c'est-à-dire que je suis l'animatrice et il y a des enseignants qui corrigent évidemment pas chaque mot ou chaque phrase, mais qui corrigent les erreurs les plus répandues. Et je varie j'ai un certain nombre d'enseignants qui y participent afin que les gens entendent plusieurs accents, plusieurs façons de faire. Et aussi, ce que je trouve, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des tas de thèmes comme l'écologie, la politique, comment on se débrouille avec sa retraite. Et il y a des gens qui viennent, et ça m'amuse beaucoup, qui disent « Chez moi, on parlait pas de ces choses-là. On parlait de la couture, on parlait des courses, on racontait des blagues. » Parler de la guerre ? Voilà. Et en fait, ce dont j'avais envie, c'est vraiment que le yiddish redevienne une langue courante avec laquelle on puisse parler absolument de tout. Donc, parfois, ça va très loin en écologie. Quand on parle d'écologie, on essaye de comprendre comment on va parler. Je sais pas, on cherche des tas de mots. Quand c'est Yitzhak Niborski, on recherche ensemble, on invente. Et en fait, ça fait 11 ans maintenant. Et, déjà 11 ans. Ben oui, j'ai cherché pour pouvoir répondre à la question que vous alliez me poser. Oui, c'était en septembre 2011. Et comment ça se passe ? Quel est le public ? Alors, le public est quand même assez varié au fil des années. Je dois avouer que cette activité a un certain succès, ce qui me fait extrêmement plaisir. Donc, il y a les gens qui parlaient, les gens d'un certain âge, qui ont parlé yiddish ou qui ont entendu le yiddish, mais évidemment qui n'ont jamais qui n'ont pas eu une conversation courante tous les jours. Il y a des jeunes qui apprennent le yiddish. Alors là, le gros pavé dans la mare, qu'il soit juif ou pas du tout. Pourquoi le gros pavé dans la mare ? Parce que les personnes les plus âgées qui ont entendu parler yiddish et pour qui le yiddish était ce qu'on appelle le mamelouchen, la langue maternelle, sont complètement surpris quand arrive de l'étranger un asiatique ou un africain. Je dis ça pour que vous compreniez, ou quelqu'un d'une origine très étrangère au yiddish qui apprend le yiddish et qui veut parler. Et je fais très attention parce que moi je suis choquée par le fait qu'ils sont choqués. Et oui, donc il y a ce groupe-là. Il y a alors maintenant, grâce ou à cause de la pandémie et de l'activité qui a été pendant un moment sur Zoom, on a aussi des gens des États-Unis, des gens d'un peu partout. Et donc on envoie toujours un glossaire. Donc, pour aider les gens... Donc, vous l'envoyez avant, les gens potassent un peu. Les gens s'inscrivent, on leur envoie un glossaire. Ils y trouvent des mots, des expressions, des proverbes aussi, souvent très amusants. Et puis, alors moi, j'anime, je pose des questions. J'essaye de vraiment faire parler ceux pour qui rien que de dire une phrase
est parfois difficile au niveau de la langue, mais psychologiquement extrêmement difficile. Je fais un peu thérapeute aussi. Ah bon? Oui. Quand on enseigne le yiddish, on fait aussi thérapeute. Voilà. Ça alors? Je dirais en yiddish, thérapeute, Ashtikl ce qui veut dire un morceau de thérapeute, littéralement morceau, traduit. Et oui, parfois on s'aperçoit que les gens savent beaucoup plus de langues qu'ils ne pensent savoir. Et puis, donc, l'enseignant corrige les fautes les plus, comme je disais, les plus répandues. Et j'avoue que c'est vraiment cette activité est un de mes grands plaisirs. Alors, y a-t-il des moments d'émotion dans ces conversations? Est-ce que vous avez de souvenirs de moments très émouvants? Des gens qui se souviennent d'un mot Alors, je dirais que c'est plus souvent à moi que ça arrive. Faut surtout pas vous gêner pour raconter. Je me rappelle d'une séance très intéressante. C'était Yitzhak Niborski, l'enseignant. C'était au moment où il y avait une activité le soir. On était très peu nombreux, mais j'avais maintenu et les 2-3 participants n'étaient pas très, très en forme. C'était un peu poussif. Et pas puis, très bavard, voilà. Vous voulez dire. Et puis le thème était le militantisme. Et évidemment, chaque fois que je commence par poser une question, les gens, non, ils n'ont pas milité, politique, non, ils n'ont pas fait de politique. Quand c'est les bêtises, quand vous étiez enfant, non, ils n'ont pas fait de bêtises. Et là, je commençais un peu à secouer un peu en disant... mais enfin, en 68, excusez-moi, compte tenu de votre âge, vous avez vécu 68. Ben non. Et touche pas à mon pote. Et là, Yitzhak, alléché, si je puis dire, dit, comment on dit, traduisons ensemble, touche pas à mon pote en yiddish. Et là, les gens cherchent, donc à chaque fois que je veux parler, Yitzhak me dit, non, pas toi. Je dis, mais si, j'ai envie de jouer aussi. Et puis, bon, au bout d'un moment, il me dit, bon, allez, vas-y. Et il me revient tchepn, zir tchepn sou, que mon père disait pour quelqu'un qui le collait, qui s'accroche, dont il ne pouvait pas se débarrasser, celui dont on dit qu'on l'a fait sortir par la porte et qu'il est revenu par la fenêtre. Et là, je me suis dit, non mais c'est fou, j'ai pas entendu, non seulement je ne l'ai pas entendu depuis 50 ans, mais je l'ai pas dit depuis 50 ans. Et j'étais tellement contente. Parce que d'abord, Yitzhak Niborski m'a regardée émerveillée, donc ça déjà, ça vaut de l'or. Et puis parce que, oui, voilà, ça revient. Et bon, ça arrive bien sûr à d'autres personnes. Vous avez la sensation que ça arrive aussi à d'autres personnes qui viennent à cet atelier? Parce qu'on essaye il y a cette ambiance qui fait qu'on cherche ensemble et on essaye de les faire souvenir pour ceux qui ont entendu cette langue. Et puis ça revient. C'est souvent très enfoui. Alors les moments d'émotion, il y a aussi des moments difficiles. Il y a des gens qui ne veulent que raconter leur histoire, quel que soit le thème. Il y a des gens qui ne veulent que parler, qui ramènent tout à la Shoah. Donc ça, c'est mon rôle qui est difficile de leur dire que c'est pas le moment, que c'est pas l'endroit, que j'essaye de se rappeler, de le transformer en un moment joyeux et agréable. C'est pour ça que c'est absolument passionnant. C'est une vraie aventure aussi. Et y a-t-il des gens qui s'inscrivent à cette activité et qui ne prennent pas du tout de cours de yiddish, par exemple, qui viennent que pour ça? Alors oui, il y a des gens il y a soit des gens qui ont commencé à apprendre le yiddish en suivant des cours qui disent que bon, la littérature yiddish, ça ne les intéresse pas vraiment, donc ils ont envie de parler. Et je rencontre beaucoup d'étrangers qui suivent pourtant des cours ou des séminaires à haut niveau et qui disent que dans les cours, on ne parle pas suffisamment. Je n'émets aucune critique par rapport aux prodigieux enseignants qu'ils ont pu rencontrer, mais il n'y a pas forcément le temps pour parler dans un cours. Et puis, pour revenir à l'expérience des peintres de l'école de Paris, nous avons fait avec Fanny Barbaret des visites de la ruche en yiddish.
Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire parler les participantes dans la rue. Parce que se remettre à parler yiddish dans la rue, c'est formidable. Qu'on a aussi fait une visite du quartier de Montparnasse et on est allé dans un des cafés dont malheureusement le nom m'échappe là tout de suite. Le Dôme peut-être. Le Dôme, voilà. Ouais. Et où on a parlé yiddish et moi j'ai vraiment senti que, voilà, on essayait de... On était revenus. On était revenus à Vous avez pouvoir senti parler. que les murs du Dôme se souvenaient du temps où les artistes parlaient yiddish Oui, parce que vraiment à la ruche, il y avait une vie yiddish. Oui. D'ailleurs, Ouais. Chagall le dit dans Voilà. Ma vie. Il le raconte. Et je sais que Soutine, quand il arrivait à vendre une toile, il téléphonait au Plätzl, à la rue des Rosiers, puis il faisait livrer vodka et cornichons pour tout le monde. Il y avait petite voiture à bras qui arrivait. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'idée que Chaim Soutine, ses origines juives, il n'adorait pas en parler. Bah, il parlait yiddish en tout cas. Il parlait Oui, yiddish, il ça. écrivait aussi, parce Ouais. qu'on a retrouvé récemment de la correspondance. Il écrit à sa famille en yiddish. Ouais. Chasser les origines, elles Oui, reviennent au galop. ça n'empêche pas. Oui, donc en fait, là, il est question... on parlait de yiddish langue et yiddish langue de la modernité, etc. Là, il est aussi question de ça. En fait, ce que vous avez voulu faire, c'est aussi réintroduire à la Maison de la Culture. Alors, il faut quand même préciser que la Maison de la Culture yiddish est quand même un des rares lieux d'enseignement au monde où on parle yiddish de manière extrêmement régulière, où le yiddish est vraiment Absolument. une langue parlée. On parle yiddish entre nous. Nous avons, pour le citer encore une fois, Yitzhak Niborski, qui à chaque coin de la maison est là et il nous dit je croyais que tu parlais yiddish en fait. Et qui est vraiment la passionnariat du yiddish. Moi vous parliez d'aborder toutes sortes de sujets en yiddish. Quand j'ai signé mon contrat de travail, puisque j'ai été directeur de la Maison de la Culture yiddish, je ne le suis plus depuis 7 ans maintenant, à un moment donné, je lui ai dit, bon, il va quand même falloir qu'on se parle en français à un moment donné, parce que je voudrais parler de caisse de retraite de cadre. Et il m'a dit, non, on continue en yiddish. Et donc, effectivement, il y a cette idée qu'on peut pouvoir tout aborder en yiddish. Oui, mais vous vous souvenez, Gilles, lorsque nous avons surveillé ensemble, dans un petit groupe, les travaux d'emménagement rue du Château d'Eau, on parlait bricolage, étagère, et tous les mots de la construction en yiddish. Moi, je révisais avant chaque réunion. Et oui, mais c'est comme ça que le yiddish... Enfin, j'ironise, mais en fait c'est comme ça, et c'est en obligeant les gens à parler yiddish qui est en fait un vrai plaisir que la langue va redevenir une langue courante. On pourrait d'ailleurs créer un magasin d'ameublement qui s'appellerait Schmikea et où les noms des meubles seraient en yiddish. Plutôt que de parler de Billy, on parlerait de quoi du coup? Qu'est-ce qu'on dit, une étagère, on pourrait une bibliothèque? Chaim. Chaim, ouais. Non, oui, à Politz, une étagère. Ouais. Donc oui, donc pour vous la conversation c'était quelque chose de très important. Ben, je me suis aperçue que c'était vraiment pour moi totalement fondamental et que donc depuis j'ai inventé quelques autres petits trucs. Comme le speech mwessing, ah oui, c'est votre qui aura grand lieu aussi truc, samedi après notre rencontre. Speech mwessing, donc oui, comme qui son vient nom du l'indique. speed dating, c'est-à-dire que les gens s'assoient 2 par 2 à une petite table et que quand on sonne la cloche au bout de 7 minutes, ils changent de partenaire. Et là, j'ai vu vraiment des gens qui se disaient incapables de parler, se mettre à parler, parce qu'ils étaient en face d'un interlocuteur qui parfois parlait moins bien qu'eux. Et ça aussi, c'est formidable, parce que c'est quand on oublie que l'on est dans un cours, ça revient tout de suite. Alors, je dois vous faire une confidence. Quand vous avez proposé d'organiser cette activité il y a quelques années, dans mon fort intérieur, je ne l'ai pas dit parce que j'essaye de jamais décourager. Je l'ai vu sur votre visage. Je me suis dit, ça ne marchera jamais. Et en fait, ça marche bien. On ne le fait pas très souvent, mais ça marche très bien pendant les universités d'été. Parce que, en fait, l'intérêt aussi de cette activité, c'est que moi, je me suis retrouvée y participer quand
il n'y avait pas assez de personnes, et que j'ai parlé en yiddish à des gens que je côtoyais depuis 20 ans et que je leur avais jamais demandé « Mais tu viens d'où exactement ?» Enfin, les choses banales qu'on peut se dire lors d'une rencontre. Je suppose que les speed dating se passent comme ça. On se demande qu'est-ce que tu fais, où tu travailles, tu habites où. Bon, je n'ai pas encore de mariage à mon... Mais peut-être je ne le sais pas. Ça viendra. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les prochaines dates de ces activités de conversation Alors, yiddish? chose amusante, c'est que la prochaine fois, c'est sur Zoom, que c'est le 14 février, donc le thème sera l'amour, et devinez qui sera l'enseignant? Gilles Rosier. Et ce sera ma première, hein, je ne l'ai jamais... Si, vous l'avez déjà fait, Alors, mais en présence une fois. C'est incroyable parce que vous me dites que sur j'ai le déjà thème de fait, l'édition. Et j'ai aucun souvenir. C'est grave. Soit ça s'est très bien passé, Ça vous devait être l'avez que ça s'est rangé très bien quelque part. passé, que personne ne m'a traumatisé ce jour-là. Et en termes de speed dating, speed schmoising, pardon, est-ce que vous avez une date ou il n'y a pas encore Oui, ça sera samedi à 18h30. Ce samedi, donc. Oui, ce samedi, après la Samedi bibliothèque 5 Médem février. ouvre ses portes. Je ne sais pas si je peux enrôler Pascal Samuel et lui faire sortir 2-3 mots, mais cela devrait être possible en termes de peinture. Comme disait Kafka, on connaît toujours plus de yiddish qu'on ne pense. Est-ce que on peut peut-être terminer l'émission là-dessus, Pascal Samuel? Est-ce que ça vous a donné envie d'apprendre le yiddish, de travailler sur Fenster? C'est un guet-apens. C'est un guet-apens. J'ai pas grandi dans la culture yiddish. J'ai cherché du côté de ma maman, ils viennent d'Alger, et du côté de mon papa, cette famille Samuel, juive, alsacienne et lorraine. Je leur ai demandé, je dis, mais est-ce que... Alors ma grand-mère utilisait 2-3 mots, mais à chaque fois qu'elle les utilisait, en tout cas, il y avait l'œil qui riait un peu, parce que voilà, ça lui rappelait, je pense, un peu l'enfance que les utilisait. Donc j'ai demandé un peu à mon père, à ses frères, est-ce que le yiddish avait une place à la maison? Et ils m'ont dit, écoute, la seule fois où on entendait vraiment le yiddish, c'est quand leur grand-père à eux, donc mon arrière-grand-père, disait des gros mots. Il les disait en yiddish, paraît-il. Voilà, donc c'est à peu près... Mais par contre, ouais, j'ai découvert en arrivant au Mage un monde, et ça c'est tellement merveilleux. Donc sans forcément le parler, alors ça peut paraître étrange de s'intéresser au monde yiddish sans le parler. Parce que vous baignez Non, dedans. pas du tout. Mais c'est un monde tellement riche. Et bon, puis après on a la chance de travailler avec des traducteurs tellement formidables que grâce à eux, on peut avoir la clé pour rentrer, si je puis dire. Et ça ouvre des univers formidables, aussi bien voilà, pour moi que pour des artistes aussi qui découvrent et dont l'œuvre aujourd'hui peut se nourrir de cette culture. D'autant plus que Evelyne Grimbert et Nadia Dehan-Rothschild, parmi toutes les autres traductrices, il y a peu de traducteurs d'ailleurs, il y a quelques traducteurs. De hommes. Oui. Dire, oui. Elles font entendre le yiddish très bien dans le français. Je trouve qu'on l'entend. C'est notamment des formidables traductrices de Sholem Aleichem. Et ça, c'est pas de la tarte de traduire Sholem Aleichem. Et oui, parce que Sholem à la crème, justement. Sholem à la crème, voilà. Et puis on disait tout à l'heure l'importance des archives et ce dont je touche du doigt. Je peux pas. L'intuition que j'ai, c'est que finalement... on a tous rangé nos archives, les institutions, on les a indexées. Mais il reste encore, en tout cas dans les familles d'artistes, des archives en yiddish qui n'ont pas été indexées, partagées, traduites. Parce que finalement, les archives qui étaient en yiddish, et notamment la correspondance, c'était finalement l'intime. Et ça, finalement, on ne l'a pas partagé, donc on ne l'a pas encore étudié. Et je pense qu'il y a encore une Atlantide à découvrir. Plein de choses à découvrir. Ouais. Vraiment. Eh bien, en tout cas, nous sommes pleins de gratitude à l'égard du travail de votre travail et de celui du Mage autour de la culture travail yiddish. d'équipe, je préfère. Parce que c'est quelque chose d'important et en plus de très complémentaire. Parce que c'est vrai que la Maison de la Culture Yiddish s'occupe surtout de littérature et pas tellement d'art. Donc c'est formidable d'avoir... C'est un plaisir partagé. Quelle chance d'habiter Paris pour ça, entre autres. Pascal Samuel, merci beaucoup. Je rappelle la raison de votre présence ici. Vous avez organisé une exposition puis publié le livre de Hersch Fenster qui s'appelle Nos artistes martyrs, coédité par le Musée d'art d'histoire du judaïsme et les éditions Azan, que l'on peut trouver à la librairie du musée et dans toutes les bonnes librairies, ou alors le commander. Et Régine Nebel,
vous étiez là pour nous parler des activités de conversation de la Maison de la Culture Yiddish. Pascal Samuel, vous travaillez en 2 mots sur quel sujet en ce moment? Je continue l'exploration du monde yiddish avec Ribak, notamment. Issocher Ribak. Et Sacha Ribak. Oui, en yiddish Issocher. Et Sacha Ber Ribak. Voilà, artiste de l'avant-garde russe qui à la fois nourrit du cubisme, du cubiofuturisme et de la tradition du folklore du Yiddishland. Et Esther Karp, qui est aussi une artiste femme, totalement liée, de la même génération qu'Archfenster, et liée au monde yiddish parisien. Et ces expositions, c'est pour quand? 8 mars. Les 2? Oui. Très bien, nous y serons. Merci beaucoup. Vous étiez à l'écoute de l'émission Yiddishheit, le Yiddish au présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, réalisée par Daniel. Et aujourd'hui, c'était Gilles Rosier au micro. Streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Und als Gott helft sie sehen, unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a Geschrei. Nu lo mir alle tanzen, it's der Duet, Kille a Freilach. Nu, jecher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu, lo mir gehen a Tanzel, wie lang es los sich noch. Ai, 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 geht, doch das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht, doch das so geht. Mädel nehmen a Bocher und tanz mit ihm.